Alors, on va commencer par se présenter, parce que ça se fait. Donc, je vous propose chacune et chacun de dire un peu qui vous êtes, ce que vous faites, et si vous étiez venu avec un ami, vous seriez venu avec qui? Bon, j'ai le micro, donc j'imagine que c'est pour ma pomme. Je m'appelle Joanna Cincinnatis-Abramovic, je suis journaliste indépendante et autrice. J'ai écrit un ouvrage l'année dernière, en avril 2024, qui s'appelle « Elles vécurent heureuses, l'amitié entre femmes comme idéal de vie ». Et ensuite, j'ai sorti une série documentaire il y a quelques semaines sur la place du conflit dans nos amitiés, qui s'appelle « Anatomie d'une dispute » pour Binge Audio. Si j'étais venue avec une amie, je dis une amie, ça sort un peu automatiquement, ce serait qui? En fait, il y en a une qui est dans la salle, du coup, c'est Alice. Alice, tu peux lever la main. C'est une amie qui me soutient dans mes projets. Moi, je suis pas française, j'habite pas encore à Paris. Et en fait, elle est là systématiquement à tous les événements que je fais. D'ailleurs, Alice est une excellente photographe. Donc, si vous avez besoin de photos, c'est son métier. Donc voilà, je pense que les amis, ça s'entraide. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Antoine Chevrolier, je suis réalisateur. J'ai réalisé un film qui est un peu la raison pour laquelle je suis là, qui s'appelle La Pampa, qui est sorti il y a 3 mois. Et je suis un peu nul, moi, pour me présenter. Parce que tu as fait en plus de La Pampa. Ouais, alors j'ai créé et réalisé une série qui s'appelle Oussekine, autour de la mort de Malik Oussekine. Je ne sais pas si ça parle à certains, voilà. Et puis j'ai réalisé des épisodes du Bureau des légendes. Voilà, ça, voilà. Et du Baron Noir. Voilà. Et tu serais venu avec qui? Et je serais venu avec Coco, ma meilleure amie depuis mon enfance, qui on peut se tutoyer, quoi. Elle a de la chance, elle est là, moi elle habite Marseille. Donc elle n'a pas pu être là, mais voilà. Merci. On passe un peu plus de pour tout le monde, ça vous va? Parce que sinon ça va être... Moi je m'appelle Marilyn Auguste, c'est mon nom de jeune fille, j'étais journaliste pendant plus de 20 ans. Et maintenant, je suis retraitée, mais j'ai eu un très bel arrêt dans ma carrière et je suis devenue retraitée à l'âge de 50 ans parce que j'ai suivi mon mari en expatriation à Jakarta, dans l'Indonésie. Et ensuite, on a vécu 4 ans et demi et ensuite 3 ans et demi à Bangkok. Et quand je suis revenue en France en fin 2008, c'était la crise et donc je suis devenue un peu freelance. J'ai fait des choses à droite à gauche. Ici, la question de avec qui je serais venue, c'est une question qui me trouble. Parce que ma meilleure amie, depuis l'âge de 5 ans, n'est plus ma meilleure amie. Et on en parlera tout à l'heure. Et je crois que la question du conflit dans l'amitié, ou quand l'amitié devient toxique, ou quand on se rend compte que l'amitié devient ou a été toujours toxique, ça c'est une question très importante. Donc, et tu serais quand même venu avec? Ah. No comment. Merci beaucoup. Je vais parce que je vais donner la même réponse, même si je ne suis pas la même personne. Voilà, donc moi, je suis François Mickey-Marty et je suis ravi d'être là. Merci beaucoup pour cette rencontre sur le thème de l'amitié. Merci à Make Sense. Je suis ici parce que on réalise beaucoup de recueils, de récits de vie. Comment les gens vivent, comment ils racontent leur vie, voilà, avec une entité qui s'appelle Blue Time, qu'on a créée il y a quelques années, et notamment donc, on a réalisé un travail sur l'amitié, ça tombe bien, il y a des choses à raconter. Et puis je travaille aussi sur les enjeux d'avenir, voilà, avec une autre structure qui s'appelle Les Temps Nouveaux. Voilà, et puis alors il y a cette question très difficile, et alors j'ai la même réponse, c'est très drôle, c'est-à-dire que d'abord c'est une question avec qui on vient qui fait réfléchir pas mal. Voilà, et j'ai réalisé que, puisqu'on est là pour raconter nos vies, je pense, voilà, j'avais, étant petit, je pense que ça va vous passionner, j'avais des amis, je suis né à Niort dans les Deux-Sèvres, ça fait un peu réunion de gens qui essaient de s'aller mieux. Voilà. Donc j'avais des amis, et j'ai réalisé en venant ici que tous ces amis que je me vois, alors je ne suis pas fâché, mais le temps a fait que, ce qui est encore pire d'une certaine manière, le temps a fait qu'on ne se voit plus, voilà.
Donc demain matin, je vais appeler tous ses amis pour voir qu'ils sont devenus, mais je n'ai pas pu venir avec eux. En tout cas, merci pour cette initiative. Merci. Alors maintenant, on va voir un petit peu qui vous êtes dans la salle. Alors, je vous propose de vous lever si vous le pouvez. En fait, ça va être un espèce de sondage debout assis. Ok ? Donc là, on peut commencer par se lever. Et si la réponse est oui, je m'assois. Si la réponse est non, je reste debout. Ça vous va ? Je vais le redire après, parce qu'après, on s'est d'arriver debout, assis, qu'est-ce qu'on fait ? Ok. Alors, si la réponse est oui, je m'assois. Ok, c'est non, je reste debout. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier ami ? Vous pouvez aussi jouer. Hein. Oui, je m'en souviens, je l'ai souvent. Ok. Très bien, on se remet debout. Ouais, c'est ça, c'est un peu en mouvement. Est-ce que vous avez déjà menti pour protéger un ami ? Ok, on se remet debout. En cas de coup dur, est-ce que c'est vos amis que vous appelez en premier, avant votre famille ? Ok. On se remet debout. Est-ce que vous êtes déjà disputé avec un ami ? Mais une bonne dispute. Est-ce que vous avez déjà habité avec un ami ? Ok, on se remet debout. Attention, la question est est-ce que vous avez déjà couché avec un ami ? On se remet debout. Ok. Donc c'est un sujet dont on va parler. Est-ce que vous avez déjà perdu un ami cher ? Perdu parce que vous êtes perdu de vue, ou perdu parce que la personne n'existe plus, ou parce que... Voilà, exactement. Ok, on se remet debout, il ne reste que plus que 2, ça va aller. Est-ce que vous avez déjà fait un nouvel ami depuis moins de 5 ans ? C'est juste ça. Ok, super. Et on se remet debout. Ça va, vous êtes comment au niveau des genoux ? Pas mal. Est-ce que vous avez plus de 5 amis avec votre propre définition de l'amitié ? Ouais, c'est ça. Et bien, je crois qu'on a terminé ce sondage. Merci beaucoup. Ah non, j'en avais une dernière. Ok, cette fois on se lève si c'est oui. Est-ce que vous pensez être un ou une bonne amie ? Est-ce que vous pensez être un ou une bonne amie ? Ok. Merci beaucoup, cette fois c'est terminé. Alors, ce soir, on va parler d'amitié, tiens. Et on va avoir plusieurs chapitres. On va avoir un premier chapitre qui va être sur l'amitié et vous. Donc, ça veut dire quoi pour vous l'amitié. Ensuite, sur l'amitié et le temps. Comment cette chose dure dans le temps. Et enfin, sur l'amitié et l'avenir. Qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va changer demain ? Donc, c'est un peu le plan de la soirée. Peut-être on ne suivra pas, mais en tout cas, c'était l'intention initiale. Peut-être pour commencer, j'aimerais vous demander pourquoi vous êtes intéressés, vous autres, à l'amitié. Qu'est-ce qui a poussé à ça ? Moi, c'est pas tellement la question de l'amitié de manière générale qui a surgi, c'est plutôt la question des relations affectives à un moment donné pour les femmes. En fait, j'ai l'impression qu'entre, on va dire autour de 35 ans, il y a un étau qui se resserre quand on est une femme. Et en fait, globalement, on a le choix entre
entre deux alternatives. Enfin, on a une alternative qui est soit une vie célibataire, comme propose la plupart des grandes villes, on va sûrement en parler, mais la manière dont on habite, nos logements, etc., favorise ça. Et puis si on cherche une forme d'indépendance, c'est ça aussi qu'on trouve. Et de l'autre côté, c'est une vie de couple, en fait, quel qu'il soit, mais souvent hétéronormatif, c'est-à-dire qui se vit à deux de façon monogame, en général avec des enfants, une cohabitation, etc. Et moi, je me retrouve pas vraiment dans cette alternative. J'ai essayé le couple sous plein de formes différentes. Je n'ai toujours pas compris. Et le célibat, je trouve que c'est pas très intéressant. Et je trouve que politiquement, c'est vraiment pas super. Et ça affaiblit. Et puis ça coûte très cher. Et donc, je me demandais si je pouvais pas prendre les personnes qui sont les plus importantes pour moi au quotidien, qui sont principalement des femmes, et en faire mes partenaires de vie. Donc c'est de là qu'est venu le livre. J'avais envie de comprendre qu'est-ce qui empêchait ça en particulier pour les femmes et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour y remédier. Merci. Je vous laisse vous passer le micro, du coup peut-être vous l'arrachez sauvagement, vous le demandez. La question de l'amitié, elle est plutôt apparue très souterrainement, si on doit parler donc de la prépa. Il y avait quelque chose qui était intensément lié à une trajectoire intime, à une trajectoire d'amis très proches, et donc j'ai été très inconscient dans ce rapport, dans cette thématique plutôt, quoi. Et puis, quand on a travaillé avec Faiza Guène et Bérénice Boquillon, les co-scénaristes du film, assez rapidement, finalement, dans le process, on s'est rendu compte qu'effectivement, un des enjeux presque nucléaires, effectivement, du film était autour d'une amitié, mais de comment on pouvait également figurer une amitié. Comment on figurait une amitié? Qu'est-ce que, pour Faiza, ou pour Bérénice, ou pour moi, ou pour toutes et tous ce soir, je pense qu'on a au-delà de la définition, si on nous demande de figurer un moment d'une amitié, qu'est-ce qui cristallise une amitié, quoi. Donc voilà, c'est apparu comme ça, très inconsciemment, très instinctivement. Et puis ensuite, encore une fois, avec Faiza et Bérénice, on a tissé, on a créé une espèce de natte comme ça entre ce qui nous semblait important à tous les trois. Et voilà, et ça se caractérisait dans l'amitié de Willy et Jojo pour parler de notre film. Peut-être qu'on peut regarder la bande-annonce maintenant, ça va illustrer ce que tu viens de dire, et après on passera à notre invité. Chaque fois que je reviens ici, j'ai l'impression d'être en 1950. Avec votre mentalité de merde, là. Bon, les gars, il reste une course, hein. Allez, hein. T'inquiète. Faut rien lâcher. On va s'entraîner. Maintenant, c'est tous les jours à la Pampa. Accélère! T'as vu comme il est fier de toi, ton père? Accélère! Tu fermes ta gueule, t'as rien vu, ok? Si mon père il tombe dessus, je suis mort. Dégage. C'est fini, y a plus rien, y a plus de championnat, plus de croche. J'ai dit à ton père, c'est mort, d'accord? Qu'est-ce que tu fous, Willy? Mais vous voulez pas me laisser tranquille une fois? Ose ramener ta gueule ici! Papa. Tu me fais honte, espèce pour qui, moi? Il est où Jojo là? Je sais pas. S'il te plaît, je voudrais aller à Bahia. T'inquiète pas. Je l'ai bien vu dans la lampe d'Aladin. Je retiendrai de place dans l'avion. Très bien. Très loin du son des accordéons. En tout cas, après tout ça, vraiment qu'on se barre de ce bled. Regarde-moi bien, Narvalo. Je te jure qu'on bouge d'ici. Journal l'a vu ce matin, moi je l'ai vu il y a quelques temps. La première chose qu'on s'est dit, c'est t'as bien pleuré? Ouais, moi aussi. Voilà. Donc, vraiment, je vous conseille, est-ce qu'il y en a qui l'ont vu dans la salle? Voilà, et ben, il y a encore plein de gens qui peuvent aller le voir. C'est vraiment un très beau film, notamment sur l'amitié, quoi.
Et donc, si je repose ma question, qui était, oui, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à cette question? Est-ce que ou pas? Enfin, Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'amitié, je viens à l'invitation d'Hélène, mais j'ai eu, j'ai eu beaucoup d'amitiés différentes dans ma vie, étant donné que je suis américaine, je suis née aux États-Unis, et je ne suis allée en France qu'à 27 ans. Donc ça fait très longtemps que je suis là. Mais j'ai des amis américains de mon enfance, de mes années de lycée, mes années de fac, et puis mes premières années ici en France. Et quand je suis arrivée en 77, je ne connaissais personne. Pas une seule personne. Donc, il fallait que je vive. J'avais pas ma famille. À l'époque, il y avait ni email, ni FaceTime, ni téléphone portable. Et mon contact avec ma famille était grâce au téléphone dans la rue, où on mettait des pièces et des aérogrammes, bien sûr, que certains d'entre vous n'ont jamais vu. Vous ne savez pas ce que c'est. En tout cas, donc l'amitié est devenue essentielle pour moi. Et ça marchait. J'ai eu de très bons amis, je les ai toujours. Et en fait, j'ai rencontré mon mari, j'ai fait des enfants, j'ai été journaliste, où j'ai fait des rencontres sublimes, dont des amitiés, notamment avec une dame, à l'époque, nous sommes en 86, j'étais enceinte de ma fille, j'ai fait un reportage sur une dame hongroise survivant de la Shoah, qui est venue à Paris pour créer des coins de conversation, pour soulager les gens seuls, pour attirer les gens seuls, pour parler à la religion politique interdite. C'est elle qui mettait les guidelines, et ça marchait. Alors j'ai décidé, pour mon agence américaine Associated Press, j'ai décidé de faire un reportage, ça a marché très très bien. Et je suis restée amie avec Lily, qui avait 40 ans de plus que moi. Et à la naissance de ma fille, elle est venue me voir chez moi, et elle m'a laissé un boa. C'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. Alors pourquoi un boa? Elle m'a dit, toi tu es jeune, tu iras à des galas pour ton travail. donc tu vois, pas un serpent, mais du coup, un boa autour de sinon c'est hyper bizarre. Ouais. un boa, c'est ça. Qu'est-ce qu'on Mais les deux se disent boa, c'est pour ça. Et donc, elle m'a remis ce boa, un boa, merci, avec beaucoup d'amour, et moi je l'ai toujours. Et effectivement, à chaque fois que je sors ou que je dois être très habillée, eh bien, je mets le boa et je pense à Lily qui a disparu, hélas, évidemment. Il y avait une question. On peut, après. Moi, c'est assez concret et profond, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi. Il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé un tour de France pour aller écouter les gens chez eux. C'était pas volontaire d'ailleurs, je suis allé d'abord écouter une personne, et puis j'ai trouvé ça juste en disant qu'est-ce qui vous préoccupe, racontez-moi votre vie. Et puis une autre personne, et une autre personne, et une autre personne. Et du coup, j'ai écouté comme ça une cinquantaine de personnes. Et j'ai été très très frappé par... c'était pas le sujet de l'amitié, c'était la solitude. Et les différentes formes de solitude, mais ça touche très très fort à l'amitié. Voilà. Minute publicitaire, ces entretiens donnent lieu à un livre qui s'appelle Les nouvelles passions françaises, que vous pouvez acheter sans problème. Non, je veux bien. Et c'est, comment dire, ce que j'ai entendu chez les gens ne correspond pas à ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, souvent. Je pourrais en parler pendant des heures, mais juste pour vous donner deux petits exemples, j'ai vu une dame, que je ne connaissais pas, on lui prévenait avant, on dit il y a un monsieur qui essaie de voir comment va la société, et puis c'est tout. Et il n'y avait aucun enregistrement, pas de caméra, pas de vidéo, pas d'audio, rien du tout. Et cette dame, je suis arrivé chez elle, et elle m'a dit, je vais vous dire quelque chose que j'ai jamais dit ni à mon mari, ni à mes amis. Alors, je me suis dit, c'est quand même fascinant, c'est-à-dire qu'il y a des choses. Alors, qu'est-ce que c'est que du coup qu'un ami? On en parlera peut-être tout à l'heure. Bon, pour la petite histoire, cette dame, ce qu'elle m'a dit qu'elle ne voulait pas dire, était qu'elle vivait dans une caserne de gendarmerie, son mari est gendarme, et elle ne supporte pas la caserne de gendarmerie. Donc non seulement elle ne le dit pas à son mari, ce qui peut se comprendre, mais elle ne le dit pas non plus à ses amis. Et puis une deuxième illustration, là dans Paris. Et ça m'a, je sais pas pourquoi, à l'époque j'avais été très sensible. Je suis allé chez une étudiante, elle m'a raconté sa vie, tout ça, et puis elle m'a dit cette phrase
qui m'a fait beaucoup réfléchir. Elle m'a dit, dans cette société, tout est fragile, notamment l'amitié, les relations avec les gens. Et elle m'a dit, j'ai l'impression d'être comme un objet posé dans un magasin sur un linéaire qu'on prend ou qu'on jette. Et elle m'a dit, un employeur peut nous prendre ou nous jeter, un copain peut nous prendre ou nous jeter, un ami peut nous prendre ou nous jeter. Et je me suis dit, c'est quand même fascinant. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on a des moyens de communication qui sont sans précédent dans l'histoire, et on a dans des endroits très différents de France, alors c'est pas tout le monde bien sûr, faut pas dramatiser, généraliser à outrance, etc., mais quand même. Et donc je crois que ce sujet de l'amitié, il est à la fois fondamental, parce qu'on a besoin d'être avec l'autre, et c'est en même temps d'une difficulté énorme, parce que c'est pas facile de dire les choses, parce que on a peur de blesser, parce qu'on ne sait pas comment se comporter avec les autres, etc., etc. Voilà. C'était avant la pandémie, et bon, il y a plusieurs travaux qui ont été faits depuis, et je pense que rien ne s'arrange d'une certaine manière. Donc je crois que ce sujet-là, c'est très compliqué. Il y a plein de gens. L'amitié, c'est pas que du compagnonnage. Il y a plein de gens pour qui c'est difficile. Et parfois ça peut être éprouvant, le fait de ne pas avoir d'amis ou de ne pas savoir se comporter. Voilà. Donc je crois que c'est un sujet qui est infiniment humain et voilà, qui appelle plein de réflexions. Et donc c'est pour ça que voilà, nous ça t'intéresse sur l'amitié. J'ai une question pour les spécialistes. Est-ce que vous pensez qu'il existe des gens qui ne veulent pas des amis, qui ne veulent pas être un ami? Parce qu'être un ami, un vrai ami, ça veut dire s'exposer, s'ouvrir, se donner. Moi, je pense que ce serait bien qu'on n'ait pas de définition sur c'est quoi être un vrai ami, parce que je trouve qu'il y a déjà tellement d'espace dans la société qui succombe à des injonctions sur qu'est-ce que c'est être un bon voisin, une bonne employée, un bon mari, une bonne adolescente. Et je trouve que l'amitié devrait être un espace dans lequel on peut être créatif et plus libre qu'ailleurs. Souvent, les gens, on l'a vu dans la vidéo, c'est hyper intéressant, les gens disent un ami, c'est quelqu'un qui... alors, soit c'est les superlatifs, donc c'est quelqu'un à qui je peux tout dire, qui sera toujours là, c'est quelqu'un dont je me séparerai jamais, quel que soit le temps, l'espace, la distance, ou alors c'est quelqu'un qui est là dans les mauvais moments. Et du coup, l'amitié, c'est une relation sur laquelle on projette énormément de fantasmes, beaucoup plus que d'autres relations. Je pense parce qu'on ne vit pas avec nos amis et parce qu'on les choisit. Du coup, moi, j'aime bien définir l'amitié et j'ai essayé de pas le faire, mais si je devais la définir, ce serait par ce qu'elle n'est pas, par rapport à d'autres liens. Et je pense aussi que, j'ai lu votre étude, les nouvelles amitiés de la Fondation Jean Jaurès, elle est très intéressante. Je crois qu'il faut pas oublier que l'amitié, c'est un capital. C'est comme de l'argent sur un compte en banque, ou c'est comme des connaissances ou de la culture générale. C'est un capital au sens où c'est pas également réparti dans la société, c'est pas équitablement réparti. Selon que vous habitez à tel ou tel endroit, que vous avez tel ou tel réseau, que vous êtes né riche ou pauvre, que vous êtes un homme ou une femme, que vous marchez sur vos deux jambes ou pas, vous n'avez pas le même accès à l'amitié que d'autres personnes. Donc c'est pas une question, je crois que c'est pas que une question de volonté d'avoir des amis ou pas, c'est aussi un accès, et il faut pas oublier que c'est un gros privilège d'avoir des amis. Et souvent, plus on a de sous, plus on peut se payer une socialisation, on va aller au musée, au restaurant, ou avoir du temps libre, et donc plus on peut avoir des amis. Plus on a des amis, plus on a accès à de la connaissance. Enfin, c'est à la fois un cercle vertueux et un cercle vicieux. Voilà, moi j'aime bien dire que l'amitié, c'est magique, mais c'est aussi un lien qui répond à des choses qui nous dépassent parfois. Alors, est-ce qu'il y a une amitié qui a changé un peu le cours de votre existence? Antoine, est-ce que tu as envie de répondre à ça? Il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'une seule, mais là où je rejoins Johanna, c'est qu'il y a une espèce d'agiographie, un tout petit peu comme ça, de l'amitié, et où l'amitié, c'est aussi sa dose de déception, sa dose de rencontres malveillantes. Ça peut être aussi, c'est pour ça que, voilà, moi je n'arrive pas vraiment à définir, et pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a eu des rencontres, des amitiés qui ont changé ma vie? Oui, il y en a eu au moins 2, et peut-être une très récente,
mais j'arrive pas encore à voir la perspective à quel point en fait elle peut me faire prendre un autre virage, mais en tout cas, oui, 2. Vous voulez savoir qui, comment? Sinon, on reste à 2, mais bon. Bah, la première, c'est Coco, c'est ma meilleure amie. Ça a été déterminant parce que putain, c'est compliqué. Entre nous. Ouais, mais c'est bon. En fait, c'était mon premier amoureux. Et Coco a fait son passing dernièrement. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est déployé grâce à elle. Mais enfin, voilà, c'est pour ça que c'est compliqué pour elle d'en parler. Et la deuxième, ça a été une amitié quand je suis arrivé à Paris. Bon, il s'avère que je viens de Longueuil-Jumelles, le bled où se passe la Pampa. Bon, on s'en fout que ce soit la Pampa, mais en tout cas, là où c'est un petit village en Anjou, entre Saumur et Angers. À côté de la maison de ma grand-mère, c'était dingue. À côté d'Alonne, ouais. Ça vous parle, hein. Bon, bref, c'est une espèce d'endroit un peu que j'aime énormément, mais que j'aime aussi détester. Et que j'aime énormément les gens qui y habitent, mais je m'autorise aussi à être intransigeant avec eux, malgré tout l'amour que j'ai pour eux. Voilà. Donc, j'ai quitté mon village. Je travaillais à l'usine où travaillait ma mère, où travaillait mon grand-père, et quand je suis arrivé à Paris pour faire du cinéma, en fait, je ne connaissais personne. Et il y a une personne qui connaît Arnaud Rivière, d'ailleurs, je ne sais pas si ça me dit quelque chose, je crois qu'il a bossé à la Gaîté Lyrique, mais bon. Enfin, je sais ma grand-mère le connaissait, mais... Non, pas du tout. Bref, qui m'a accueilli très généreusement à travers un espèce de compagnonnage comme ça, artistique. Lui avait une pratique musicale, bon bref. Et en fait, il m'a juste permis de m'autoriser à pouvoir imaginer, à me faire croire que c'était possible de vivre à Paris et de faire en sorte de pouvoir raconter des histoires à travers des images. Dans ses yeux, et dans son regard et dans nos dialogues, j'avais le sentiment que lui, il avait l'air d'y croire plus que moi, donc c'était effectivement une rencontre. Je fais un trop. Voilà. Non, c'est une très belle amitié, une amitié qui vous a nourri, qui vous a donné confiance. C'est ça, un bon ami, n'est-ce pas? Quand il n'a pas les. Ça lui va, moi ça me va. Pour sortir du normatif, eh bien, je crois que l'amitié peut évoluer dans le bon sens et dans le mauvais sens. Et l'expérience vis-à-vis de cette personne avec qui j'aurais voulu venir ce soir a évolué dans le mauvais sens. Et c'est dommage. Il y a une autre amitié qui c'était la même chose. Et figurez-vous que ces deux personnes ont le même nom. Et je vais vous raconter une troisième aspect. Elles ont le même nom que ma sœur aînée. Donc je crois qu'il n'y ait pas de coïncidence dans les personnes qu'on choisit parfois comme amies. Je reste discrète sur le reste. Johanna, quand tu as connu pendant ton podcast, tu parles d'un coup de foudre amical. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette façon de dévoiler complètement le podcast, mais voilà, ce truc qui peut aussi surgir, quoi, être très soudain et avoir une histoire finalement relativement courte? Oui, alors la série raconte en 5 épisodes une rencontre amicale qui a été vraiment fulgurante. Moi j'arrive à Toulouse, je connais personne en fait. Je veux terminer mes études de journaliste, donc je trouve un boulot dans une agence de presse radio où je fais des flash infos, je dis la météo, je dis le trafic routier, enfin. Et un jour je m'installe à une terrasse et il y a une fille qui répète sa musique et je lui demande si je peux partager la table, c'est vraiment super beau. Et on s'en fout qu'il faisait beau, mais c'était le 15 décembre 2019, je m'en souviens très bien. C'est bizarre qu'il fasse beau, mais bon, c'est Toulouse. Et du coup, on partage la table et en fait, là, ça fait vraiment clic, quoi. Et tu vois, ça clique. Ça fait vraiment clic. Et ça dure 3 ans, donc c'est vraiment la passion, mais juste sans les corps, quoi. Donc c'est... le coup de foudre, ça n'a pas été méga documenté, le coup de foudre dans l'amitié. Je l'ai cherché un petit peu, j'ai pas trouvé des masses. Mais comme d'habitude, en fait, il faut se tourner vers la communauté LGBT parce qu'il y a plus de ressources sur
toutes les différentes formes d'amour et d'amitié qui existent. Et les personnes asexuelles utilisent le mot de platonic crush. Donc en fait, un crush, un coup de foudre platonique. Moi, j'adore ce mot. Et donc, elles disent plush. C'est mignon. Le mot valise. Et voilà. Et en fait, on a été très amis pendant 3 ans. C'était vraiment fusion. Et moi, à Toulouse, je connaissais pas grand monde. Et vu que j'avais elle, j'avais pas vraiment besoin de connaître de grand monde puisque c'était vraiment ultra passionnel. Et en fait, ça n'a pas marché parce que quand on est encore dans la fusion, on sait pas de quoi on est capable dans l'adversité. Et en fait, il y a une dame que j'adore qui s'appelle Olivia Douglas qui travaille beaucoup sur le conflit et qui dit que pour savoir si une relation fonctionne, il faut traverser 3 stades. Le pseudo-nous, qui est le moment où on se renifle, on se découvre, c'est génial, oh là là, on t'aime ça, moi aussi. Le nous fusionnel, là c'est quand on partage tout, on fait plus que un pour le meilleur et pour le pire vraiment. Et puis le nous mature. Et avec cette fille, Alex, on n'est jamais allé jusqu'au nous mature. Et donc c'est ça que je raconte dans la série. Et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est joué. Et on va reparler tout à l'heure justement du conflit en amitié, et un sujet sur lequel on est assez peu armé. Est-ce que vous avez des amis plus jeunes ou plus âgés que vous? Et qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est une relation finalement qui est différente ou pas? Moi qui réponds à cette question difficile, moi j'en ai pas beaucoup. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup. Je vais pas me faire pleurer sur ma situation, mais j'ai pas beaucoup d'amis tout court. Bon, c'est pas non plus beaucoup d'amis jeunes. Enfin, voilà. J'ai eu des amis plus jeunes que moi en effet, et je ne suis pas sûr, mais je parle de ce que j'ai vécu, que l'âge soit si déterminant de ça. Au fond, dans les relations d'amitié que j'ai pu connaître, et que je peux connaître aujourd'hui, c'est plus une capacité à se parler. Alors, je sais qu'il ne faut pas chercher des définitions objectives, mais et apprendre à pouvoir parler. Voilà. Enfin, pour moi, le frein, c'était la difficulté à dire ce qu'on a vécu, ce qu'on ressent, etc. Et je n'ai pas senti de différence majeure entre des amis ayant mon âge et des amis plus jeunes que moi. Parce qu'au fond, c'est plutôt une capacité à s'ouvrir, à raconter ce qu'on ressent, sa vie, etc. Ensuite, je rejoins ce que vous dites peut-être avec des mots différents, parce que dans l'Antiquité grecque, dont je ne suis pas spécialiste, il y avait toute une réflexion sur l'amitié qu'on a en grande partie perdue, et notamment sur le sentiment d'amitié. Et je trouve cette idée de coup de foudre intéressante, qui a un peu un décalque, en l'occurrence du coup de foudre amoureux, mais impliqué à l'amitié. Et je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas en effet des sentiments d'amitié? Il y a ça beaucoup dans le livre de Marguerite Yourcenar sur les mémoires d'Adrien. Adrien, alors, il a de temps en temps des relations physiques aussi avec Antinous, mais sa relation qu'il a avec Antinous est très forte, et ça va, c'est plus qu'un compagnonnage, c'est vraiment un sentiment partagé, voilà. Et je trouve que cette chose-là, que je ne sais pas bien définir, hein, mais c'est très rare d'avoir des sentiments pleins et entiers avec une confiance partagée, etc. Et en effet, qui peut être initié par une forme de coup de foudre. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est tout ça. Je partage cette idée qu'il y a toute une gamme de choses très différentes, que la frontière parfois entre l'amitié et l'amour est très ténue, voilà. Que parfois ça peut être explosif pour cette raison-là. Mais voilà, moi dans mon expérience, pour votre question des générations, j'ai pas senti de différence de nature fondamentale, encore une fois sur les quelques très petits échantillons que j'ai pu connaître, en fonction des générations. Je suis plutôt heureux. Eh bien, je pense très honnêtement que c'est très difficile d'avoir des vraies amitiés avec des gens plus jeunes que soi. Je parle d'une femme, je parle de moi qui a 75 ans, et j'ai très peu d'amis plus jeunes que moi. J'en avais une, hélas, elle est décédée. Mais en expatriation, parce qu'on était dans une espèce de bulle où les conditions de vie étaient extrêmement difficiles, c'était début des années 2000, il y avait des menaces terroristes sur les communautés internationales, américaines, françaises et autres. Donc, on vivait en bulle. Et la communauté française, entre autres, était très petite. Et il y avait des femmes de tout âge. Il y avait la femme du patron de L'Oréal qui avait 58 ans. Moi, j'en avais 50. Et il y avait des jeunes femmes de 30 ans. C'était leur première expatriation. Elles, frustrées de ne pas pouvoir travailler, donc pas de carrière derrière elles,
elles avaient beaucoup de plaisir à discuter avec nous, d'entre nous qui avons travaillé, qui avaient eu une expérience professionnelle. Et elles nous demandaient conseil. Mais de retour en France, je trouve que comment on dit ageism en français? Ageism est très fort, très très fort. Et je trouve que dans des situations ordinaires, c'est très difficile de trouver des femmes plus jeunes que soi, une fois que tu as quitté le monde du travail. Voilà. Et je ne sais pas si c'est votre expérience, vous qui faites ça dans le public, je vous vois. J'aimerais bien entendre vos réactions. Après. ça nous tue le bazar. Il y aura des réactions. Moi, je suis pas spécialiste de l'amitié comme vous l'êtes, donc en fait, je vais parler que d'un rapport empirique. Je me suis rendu compte que selon ce qu'on traversait, donc l'âge, les drames, ou les joies, les peines, ou les bonheurs, enfin voilà, on pouvait, en tout cas encore une fois empiriquement, je pouvais être attiré par une espèce de typologie d'amitié. Si je dois cartographier un tout petit peu ma vie amicale, les amis que je pouvais faire entrer dans ma vie quand j'avais 15 ans n'étaient pas les mêmes que ceux de 30 ans, et il y en a avec qui ça pouvait durer, il y en a avec qui ça s'éteignait très rapidement, comme ce que vous décrivez, comme ce que tu décris. Mais voilà, j'ai pu être ami avec quelqu'un de très âgé. Et là, aujourd'hui, j'ai une amie très proche. D'ailleurs, tiens, elle a le prix Aliski ce soir, c'est Lina Swalem, et je vous invite à la fin, un super film qui s'appelle Baba et Tibériade, qu'il faut aller voir aussi, qui est super, bref. Et c'est une très bonne amie, et on a 10 ans d'écart, quoi. Donc, c'est pas vous? Ouais. Est-ce que tu as des amis qui ont 30 ou 40 ans de plus que toi? Des seniors, par exemple. Des seniors. Est-ce que tu veux être ami avec Marie-Lune? Avec grand plaisir. J'ai des amis de 55, 60 ans. C'est bien. Mais c'est vrai que selon l'âge qu'on a, 10 ans, ça ne représente pas la même chose à 80 ou à 40 ans. Je trouve que dans l'enquête des nouvelles amitiés, c'était intéressant parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient foi en la capacité d'être amis avec des gens d'autres générations, mais je pense que ce qui pêche, c'est les espaces. Parce qu'en fait, on passe jusqu'à 25 ans de notre vie à l'école ou à l'université, donc on rencontre, quand on en a les moyens évidemment, mais des gens qui ont cet âge-là. Ensuite, on rentre dans le monde du travail où là, on peut se croiser un petit peu plus. Enfin, on a des vies très cantonnées, surtout en Occident. C'est pas pareil partout. Nous, on pense toujours que... Mais aller en Tunisie, là, les générations, elles se croisent, quoi. Et d'ailleurs, en Occident, c'est récent qu'on foute les vieux dans des EHPAD et les bébés dans des crèches. Avant, tout ça était beaucoup plus poreux. Ouais, c'est un peu moins individualiste pour le coup. Alors moi, j'ai des potes... bon, on n'est pas hyper... J'ai un ami qui a 60 ans, qui est comédien. Et là, c'est vraiment... on est vraiment très amis. C'est un mentor pour moi. Mais on n'est pas en contact rapproché parce qu'il habite en Belgique. Mais par contre, moi, j'ai des potes qui ont 50-60 ans. C'est mes copines du cours de dessin, du cours de dessin où j'allais le lundi matin à Toulouse. Et comme je suis indépendante, en fait, je peux aller au créneau où les gens ne travaillent pas. Du coup, c'est toutes des retraitées. Et elles sont incroyables. Je les aime trop. Parce que, bon, déjà, elles adorent mon travail, elles sont trop mignonnes, elles sont super féministes, elles sont super énervées alors qu'elles ont 60 ans. Et nous, on pense toujours qu'on a inventé la boussole, les jeunes, alors que pas du tout. Ça fait 30 ans qu'elles disent la même chose. Et en plus, elles me font prendre de la hauteur sur tellement de choses, j'adore. Quand j'ai des soucis, j'ai l'impression d'être très spéciale, que personne ne peut comprendre mes questionnements. Et en fait,
elles sont trop cool, elles sont hyper à l'écoute, elles me font relativiser plein de choses, elles ont des histoires de vie géniales, enfin... Moi, j'adore les gens plus âgés que moi, en fait. Et j'adore les enfants aussi. Parce que je trouve que j'ai l'impression que c'est des moments de la vie où on peut se mettre à en avoir rien à foutre des autres. À la fois qu'on a entre, 5 et 10 ans, et au-delà de 65 ans, on se dit, c'est bon, j'ai fait ma part, maintenant foutez-moi la paix. On peut être 100% honnête, avoir zéro filtre, et moi, j'aime bien cette authenticité qu'il y a chez les personnes âgées et chez les enfants. Je trouve aussi que ça pose la question de la classe, comme souvent, comme toujours presque. En fait, c'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de déblayer, c'est aussi, je crois, l'opportunité qu'on a pu avoir à travers nos expériences pour pouvoir s'extraire de nos régions, nos familles, notre classe sociale ou autre. Mais je me rends compte aussi que les amis que j'ai pu avoir dans mon village, eux n'ont pas eu la chance, n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir s'extraire et donc aller au contact de potentiels néo-amitiés. Et donc, ça brasse quelque chose aussi, et ça brasse quelque chose de plus large, politique, profondément politique. Ça raconte aussi l'abandon étatique et la volonté, la non-volonté politique autour de ces territoires et l'abandon culturel ou autre. Mais on déplie aussi une espèce et je parle pour moi, hein, je ne m'autoriserai jamais évidemment, on déplie une espèce de rapport où les amitiés, on les rencontre à travers, tu parlais on rencontre à l'école ou à la fac, il faut aller à la fac, il faut prendre l'avion pour quitter un territoire et aller dans un autre, il faut prendre le train, il faut avoir le courage, il faut se donner l'autorisation pour pouvoir quitter ces amitiés-là et pouvoir en créer potentiellement d'autres. Ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de moyens. Donc en fait, ça pose aussi beaucoup, je crois, la question de la classe. Alors grâce à Elsa, moi j'ai rencontré une personne qui s'appelle Loïc Le Gall, qui à 25 ans a eu un coup de foudre amical avec une personne de 75 ans. Et du coup, je suis allée l'écouter, l'enregistrer. Je vous propose qu'on rencontre ce Loïc et ce Robert Levaillant. J'ai un ami, il s'appelle Robert Levaillant. Oui, Robert Levaillant, c'est son vrai nom. J'ai rencontré Robert Levaillant en 2001. Je l'avais repéré dans le quartier, vers Alésia, un vieux monsieur très maigre, très élégant, habillé sur mesure, dans un costume un peu élimé. Et un jour, en juin, je rentre de mon bureau qui était dans le centre de Paris, en métro, et je vois ce monsieur dans le métro. Et je repère qu'il avait des confettis dans les cheveux. Et je me dis quand même, il doit bien avoir 70, 75 ans, je crois qu'il en avait 76. Et je comprends qu'il était à la Gay Pride. Et je décide de descendre à Alésia, alors que normalement j'aurais pu descendre aussi à la station d'après. Et dans les couloirs, je lui dis « Excusez-moi, mais vous avez des confettis dans les cheveux, ça fait un peu désordre. » Et j'avais un peu peur qu'il me dise hein, quoi, parlez plus fort, enfin que ce soit juste un vieux monsieur. Et comme je pouvais imaginer à 25 ans que était un vieux monsieur. Et pas du tout, il me dit « Ah bon, où ça, merde !» Donc je lui enlève ses confettis dans les cheveux, il me dit « Ah bah, oui, c'est parce que j'étais à la Gay Pride. » Je dis « Ah bon, et alors, comment c'est, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et il me dit « Oh bah écoutez, c'est plutôt sympathique, ça n'a pas toujours été aussi simple. Mais alors ce qui me désole un peu, c'est de voir tous ces vieux petits garçons et ces vieilles petites filles. Vous voyez, moi, je suis toujours en costume, j'ai pas besoin de mettre des t-shirts pour faire jeune. Et là, il commence à me parler de Chanel, qu'il avait un peu croisé, de Cocteau. Et il me dit « Ah bon, mais vous avez connu tout ce monde-là ?» Il me dit « Oui, ça vous intéresse, écoutez, venez donc boire un verre à la maison. » Donc j'ai accepté de monter chez lui, et là on a commencé à discuter, et au bout d'un moment j'ai dit « Écoutez, je vais peut-être rentrer chez moi », et je regarde l'heure, il était 4h du matin. On s'était connus, je sais pas, à 19h. Donc il m'a dit
vous n'avez pas faim, il a fait des pâtes dans sa petite cuisine à 4h du matin, et je suis parti, le soleil se levait. On avait bu du vin, pas mal, et discuté toute la nuit. Et moi, après, comme un idiot, j'ai pas fait signe de vie, et finalement, un jour, il m'a appelé en me disant « Bah alors quoi on se rencontre dans la rue, on discute toute une nuit, et puis après, plus de nouvelles. » Et à cette époque-là, j'avais commencé à recevoir qui voulait le dimanche soir. Je faisais porte ouverte, et donc j'avais pris cette habitude. Et donc j'avais dit, voilà, moi le dimanche soir, je suis chez moi à partir de 18h, qui veut, vient. Et Robert a commencé à venir tous les dimanches soirs à la maison, et à rencontrer mes amis, et à devenir un peu la mascotte de tous ses amis. Un jour, il m'appelle en me disant, voilà, ma cousine a décidé de vendre l'appartement, et elle m'a dit, bah toi, tu dégages. Qu'est-ce que je vais devenir ? Il avait 82 ans déjà. Et tout ce que j'ai trouvé à lui dire, pour le rassurer, était, maintenant, il y a plein de gens autour de toi qui t'aiment, donc au pire, on fera une association, et puis on te paiera ton loyer. Et alors, ça l'a beaucoup rassuré, et donc après, j'ai compris qu'il attendait qu'effectivement, je fasse ça. Et donc, j'ai fait ça. On s'est réunis, on a discuté avec une amie avocate, pour voir comment c'était possible. Et on a monté une association, on a pris soin de faire en sorte que les choses soient vraiment cousues de fil blanc, même si une association, loi 1901, peut pas clairement vocation à porter assistance à une seule personne. Mais c'était totalement transparent, ça nous a permis, en tout cas par un ami, de trouver un appartement. Et c'était l'association qui récoltait l'argent, qui payait le loyer, qui payait l'électricité et le téléphone. Et on a fait ça pendant 10 ans. Je dirais que c'était de l'ordre sans doute à la fois du grand-père que j'ai pas beaucoup eu, que c'était une façon de se rassurer sur le fait qu'il y avait des façons joyeuses de vieillir. Donc il y avait ça, et puis il y avait un côté petit frère, je dirais, où en fait on s'occupait de lui. La vieillesse m'a toujours un peu intrigué, et c'est sans doute une façon d'apprivoiser sa propre vieillesse que d'être ami avec des gens plus âgés. Je pense que ça désangoisse des deux côtés. Pour le plus jeune, ça désangoisse le fait que être vieux, c'est forcément tragique, triste, handicapant, que sais-je. Et pour le plus âgé, on se sent plus jeune à discuter avec des gens plus jeunes que soi, c'est sûr. On ne se pense pas vieux soi-même, on ne se voit pas vieillir. Robert, il disait toujours que dans sa tête, il avait 35 ans. J'ai un ami qui s'appelle Robert Le Vaillant. Oui, c'est bien son nom. Vous êtes beau quand les années vous fragilisent et vous prenez de haut disant que ce sont des bêtises. Tout ça, vous croyez pas que je pensais pas qu'on ferait ça. Et surtout, t'auras envie de le revoir. Salaud. Histoire assez singulière. Qu'est-ce que ça vous... Enfin, si on était hyper ému en fait quand il m'a raconté ça. En fait, aux 80 ans de Robert, ils avaient fait une grosse fête, je pense, celle où on le voit tenu par la bande. Et ils avaient fait un texte pour Robert, et c'est ce premier texte en fait qu'il lit au début. Et en fait, il n'arrive pas à le lire jusqu'à la fin. Donc le montage fait que c'est un peu triché, mais on a plutôt commencé par ça, ce qui nous a mis dans une relation assez de confiance. Et voilà, et Robert Le Vaillant est mort il y a 7-8 ans, et on voit ce que ça lui fait encore aujourd'hui, quoi. C'est difficile de rebondir après ça. Non, ça me fait penser à quelque chose qu'on s'est toujours dit avec les peu de potes. En fait, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait il y avait des amitiés, et puis il y avait des amitiés qui sont scellées par un lever de soleil. En fait, il dit on a passé cette nuit ensemble, et puis le jour s'est levé. Et ça a l'air de rien, mais je sais pas vous, comment vous
mais je crois qu'on se souvient tout le temps d'avoir la personne avec qui on a passé une nuit entière et où le soleil s'est levé, ben on s'en souvient tout le temps. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas fait 1000, quoi, mais des discussions de nuit entière où le soleil se lève, ben, je sais pas, en tout cas, pour moi, ça a toujours symbolisé quelque chose, et effectivement, ça a l'air d'être cristallisé autour de ça. Là, ça me donne envie d'avoir une amitié avec une jeune femme ou un jeune homme de 20 ans. J'espère vivre jusqu'à 87 ans, il avait. Ouais, je pense 90. Ouais. T'as besoin d'aide pour le loyer? Ah, on peut venir chez toi? Ok, parce que moi je cherche un appart à Paris. Je trouve ça trop touchant, trop beau. Enfin, et en même temps, je trouve que la partie en moi révoltée a envie de dire que si l'État faisait mieux son taf, en fait, 12 personnes ne devraient pas, qui ont les moyens, du coup, ne devraient pas aider un nonagénaire à se loger. Enfin, c'est quand même, on marche sur la tête, quoi. Apparemment, il avait bien tout cramé. Hein. Enfin, c'était aussi quelqu'un qui avait beaucoup gagné d'argent et qui était aussi dans cette espèce de vie assez faste. Voilà. Ah oui. Donc il avait je veux pas dire qu'il méritait ça, mais c'était pas quelqu'un qui était... Non mais ce que je veux dire par là, c'est aussi ce qu'on voit dans ton film, Antoine, c'est que en fait, l'amitié, ça fait aussi lien social à des endroits où l'État est défaillant. La mère de Willy, un des personnages principaux, on la voit un début tiers du film, enchaînée sur 3 séquences différentes, le taf qu'elle fait, le taf de lien en fait qu'elle fait, et qui existe beaucoup en ruralité, où à la fois son fils il va tondre la pelouse, pendant qu'elle fait les démarches administratives avec la CAF pour des gens, en même temps elle lave le monsieur qui a plus personne pour être lavé, enfin... Et je me dis, et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on pense souvent que tout ça, c'est récent, ou en tout cas, on se dit que le fait que le couple soit centre de nos vies, qu'on ait des crèches et des EHPAD, ça a toujours été le cas, mais c'est pas vrai en fait. Le modèle de société qu'on a aujourd'hui, il a 200 ans, max. Le truc la villa pavillonnaire avec le couple à qui on peut vendre un aspirateur et une voiture Renault Espace, c'est des choses qui vont de pair en fait. On a fait la promotion du couple en même temps qu'est arrivé le capitalisme. C'est un modèle social qui est venu avec un modèle économique parce que ça permettait de trouver des débouchés. Or, avant, nos sociétés, elles étaient beaucoup plus poreuses et multiples que ça. Et c'est comme ça qu'on a expliqué le fait que plusieurs anthropologues se sont demandé pourquoi les femmes, elles survivaient à la ménopause et pourquoi, contrairement à plein d'autres espèces, pas la plupart mais beaucoup, elles ne mourraient pas quand elles devenaient infertiles. Et en fait, il y a plusieurs anthropologues femmes qui ont apporté la théorie que c'est parce qu'elles servaient de grand-mères, même quand ce n'était pas leur fille directement. Donc en fait, il y a l'amitié, mais le lien social de manière générale permet de pallier au manquement des structures étatiques bien plus que ce qu'on pense et depuis bien plus longtemps. Et ça, je trouve que c'est assez réjouissant. Parce que ça veut dire que cette histoire de tout faire à deux, mourir à deux, enfin moi ça me fout les chocottes à mort, quoi. Et en plus ça marche à 45%, quoi. Enfin, le taux de divorce c'est 45%, donc pourquoi on fait pas ça avec nos amis? Bref, je me dis que c'est récent et que c'est pas immuable. Alors François, vous avez publié du coup une étude sur les nouvelles amitiés. C'est peut-être le moment de nous révéler ce qu'il y a de nouveau sous le soleil sur ce terrain-là, sachant que c'est des enquêtes qui sont très qualitatives. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Vous avez discuté avec beaucoup de personnes et on est plus sur du qualitatif que sur du chiffre ou sur de la stat. Et peut-être que ça nous va bien en amitié justement, ça évitera dans des cases. Mais du coup, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu en 5 minutes ce qu'on a découvert? Non, merci beaucoup. Alors, cette recherche dont on parle, si ça vous intéresse, il n'y en a qu'une dizaine d'exemplaires à peu près. C'est ce document-là, voilà, donc ça pourrait être rigoureux, hein, donc en effet, il y a du recueil de récits de vie, et il y a quand même quelques questions de sondage quantitatif qui ont été réalisées pour la Fondation Jean Jaurès,
Voilà, on fait une série, donc il y a les amitiés, on a fait une série aussi sur la solitude, sur la vie, le travail des infirmières et des infirmiers, etc. On vous l'enverra demain en lien, comme ça vous pourrez aussi... Oui, c'est tout à fait public, partageable, etc. Il y a beaucoup de choses. D'abord, le point qu'on a évoqué là, en effet, que pour la plupart des gens qu'on a rencontrés, cette question de l'amitié, elle est très importante, et que bizarrement, on n'en parle pas. Il y a énormément de livres sur l'amour, sur la vie quotidienne, le bonheur, etc. L'amitié, c'est pas vraiment, c'est un peu une zone d'ombre, pas totalement, mais c'est un peu une zone d'ombre. Donc c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Ensuite, il y a deux choses il y a en effet cette question de l'amitié au fil du temps, qui devient très difficile parce que on a souvent des vies avec des ruptures et des fractures, on change de lieu de vie, on change de travail, etc. Et donc on a beaucoup de gens qui nous ont dit c'est pour moi très important et c'est difficile de maintenir de l'amitié dans la durée parce que on change objectivement et puis on change aussi parfois de personnalité, de manière d'être, de valeur, etc. L'autre chose qui nous a frappé, c'est que ces questions-là, on est après le Covid bien sûr, et elles sont vraiment très très présentes. Et en sous-jacent, toujours, il y a la question du lien social, du lien entre les personnes, parce que social a l'air de vouloir dire que c'est toute la société, c'est du lien interpersonnel. Et on découvre, c'est pas une découverte, vous pouvez en douter, vous allez bien, mais à quel point ce lien entre les personnes, il est précieux, il est fragile, il est difficile à entretenir, et que ça demande au fond un don de soi répété, constant, souvent. Voilà. La phrase qui revient très souvent, c'est « je suis là » ou « je ne suis pas là ». Des gens qui nous disent il y a un proche qui est de ma famille, quelqu'un de ma famille qui est décédé, j'ai appelé mon ami n'était pas là. Voilà. Et être là ou ne pas être là, c'est tout simple. Mais ça dit énormément de choses. Voilà. Et une autre personne, de manière plus positive, qui nous dit moi, ma meilleure amie, elle peut débarquer chez moi à 1h du matin, je suis là. C'est-à-dire 1h du matin, elle me téléphone, j'ouvre la porte, je suis là. Voilà. Ça n'a l'air de rien, mais quand on a plein de choses à faire, qu'on change, qu'on se dit que il y a les amis, puis il y a plein d'autres sujets, être là, ça veut dire énormément de choses. Voilà. Et être là dans la vie réelle, pas uniquement être là à répondre. Voilà. Alors il y a ça qui est pire aussi, c'est-à-dire des gens qui nous disent d'ailleurs c'est comme une mise à l'épreuve de l'amitié, je t'écris que j'ai besoin qu'on se parle, qu'on se voit, j'écris 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu mets du temps à me répondre, est-ce que tu es vraiment mon ami? Donc il y a cette question qui arrive aussi. Voilà. Donc ça c'est un peu général. Après il y a deux choses qui nous ont vraiment frappé, c'est que ces relations d'amitié se nourrissent de choses qui sont rares et parfois de plus en plus rares dans notre société. La première chose, c'est la confiance. C'est-à-dire que des gens qui disent, si je dis quelque chose à mon ami, je sais qu'il ne va pas l'utiliser pour que ça se retourne contre moi. Donc je lui fais une totale confiance. Et alors ça, c'est des enquêtes plutôt quantitatives qui le disent. Si aujourd'hui en France, il y a la moitié des gens qui disent, quelqu'un que je ne connais pas dans la rue, a priori, je ne lui fais pas confiance. Ce qui est vertigineux. En région parisienne, on monte à 60%. C'est-à-dire que là, entre nous, on est à la moitié des gens, on ne se fait pas confiance entre nous. C'est vertigineux. Et donc cet acte d'amitié, ça part, moi je dis, c'est un pari. D'ailleurs, le pari, c'est de se dire, au début, on ne se connaît pas tout à fait, il y a peut-être un coup de foudre, ou pas, si ça se construit avec le temps, mais je te fais confiance. Et dans cette merveilleuse histoire que vous avez diffusée, qui était très émouvante, il y a quand même un premier pas, c'est-à-dire, je vais vers une personne que je ne connais pas, je lui dis, tu as des confettis dans les cheveux, est-ce que c'est bien normal? Je vais chez cette personne, j'écoute, je suis prêt à raconter ma vie. Et moi, j'appelle ça des vérités humaines, c'est des choses dans la vie, c'est très émouvant, parfois ça fait pleurer, et on ne le raconte pas toujours. Et pour raconter ça, il faut faire confiance à l'autre, parce que sinon, on n'ouvre pas la porte. Voilà. Et cette confiance-là, donc ça c'est la première chose, c'est on a l'amitié, pour dire trivialement, ça carbure à la confiance, et dans notre société, on n'a pas beaucoup de confiance souvent. Ensuite, l'amitié, ça carbure, au point que j'évoquais tout à l'heure, à la pérennité. Pérennité, c'est pas seulement dire le temps passe et il faut que ça dure. Pérennité, c'est aussi surmonter des épreuves. Tu m'as engueulé,
d'accord, mais on est quand même amis, on reste amis. Ce truc-là, on a beaucoup de témoignages là-dessus, c'est très très rare. Le témoignage de l'étudiante que je racontais tout à l'heure, qui se disait, mais nos relations sont très fragiles. Donc si tu m'engueules, je me barre. Voilà, ou je te quitte, etc. Comment faire? Alors ça, moi, je l'ai vu dans ma vie personnelle. Pour moi, c'est un mystère. Il y a des gens, on s'engueule avec eux, on n'est pas content, on a des désaccords, et pourtant la relation continue. Et cette relation qui se fortifie après les épreuves, ça prend du temps. Et ça devient de la vraie amitié. C'est-à-dire, je sais, d'accord, t'es pas bien, je suis pas content, on n'est pas d'accord, et pourtant la relation continue. Et je crois viscéralement, que dans notre société actuelle, ça a une valeur incommensurable. C'est-à-dire pouvoir se dire, alors je suis d'accord avec qu'il ne faut pas forcément définir l'amitié, mais là il y a un truc, tu me dis que tu n'es pas d'accord avec moi, éventuellement il y a un coup dur, et bien on reste quand même amis. Et là il y a quelque chose qui se crée qui dans la durée, et ça aussi c'est rare dans notre société. Et puis la troisième chose qui est aussi assez rare dans notre société, c'est une forme, parce que quand on compare ce que nous disent les gens de l'amitié avec les données d'études d'opinion qu'on recueille par ailleurs, la troisième chose qui est rare dans notre société, c'est une forme de respect au sens où je ne vais pas chercher à te dénigrer. Sur les réseaux sociaux, on dénigre, c'est même une forme de fierté de dénigrer, voilà, le cancel culture, diet culture, tout ce que vous voulez. Mon anglais est très mauvais, pardon. Et là, si tu es mon ami, je ne vais pas te taper dessus, je vais pas parler. Donc, pour moi, c'est un peu le résumé qu'on a tiré de cette recherche, parce que j'avais que 5 minutes, je crois, dans le timing, donc ça doit arriver aux 5 minutes, là, il faut que je me taise. Le résumé auquel on arrive, c'est il y a une forme de précipité dans notre société qui est l'amitié, de choses qui sont très précieuses, que nos mutations de société, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, que nos mutations de société détruisent en grande partie, et dont l'amitié a vraiment besoin. Et donc il y a une grande tension entre des gens qui nous disent « mais pour moi l'amitié c'est fondamental », et le carburant de cette amitié, il n'est pas si fréquent que ça. Et donc il change peut-être un peu, par rapport à, je ne sais pas, Montaigne, la Boétie, c'était moi, c'était lui, etc. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « mais moi j'ai vraiment besoin d'amitié, j'ai besoin de me confier, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de support, de vie. » Et en même temps, la confiance, la pérennité, l'indulgence. C'est des choses qui sont pas... Voilà. Et donc il y a comme un trou noir là. C'est dans une société actuelle, un trou noir au sens positif, de choses qui absorbent beaucoup d'éléments que notre société a tendance à détruire. Et donc je crois que c'est évident, on pourrait le dire, mais particulièrement dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui est fondamental. Si on corrèle ça, pardon, je m'arrête parce que je suis désolé, c'était un post-conclusion, mais si on corrèle ça avec le sentiment de solitude qui augmente, solitude, ça ne veut pas dire je vis seul. Il y a des gens, moi j'en ai vu, qui sont en famille, qui ont un conjoint, des enfants, des collègues, etc., et qui disent je suis seul. Parce qu'au fond, quand ça ne va pas, il n'y a personne qui m'écoute, les trucs qui me tiennent vraiment à cœur, à l'intérieur de moi-même, il n'y a personne qui en tient compte. L'amitié, ça répond à ça. Et donc je crois qu'il y a quand même un parallèle à faire avec ce sentiment de solitude et cette réalité de solitude qui se déploie et qui fait que l'amitié devient une réponse absolument formidable. Après on parlera peut-être du digital, parce que le digital apporte une réponse potentielle, à mon avis pas toujours satisfaisante, et il faut en partie s'affranchir du digital. Alors on va s'affranchir... Allez-y, applaudissez. On va justement s'affranchir du digital là pendant 10 petites minutes. D'ailleurs, on n'était pas tout à fait connectés. Ce que je vous propose, c'est que vous allez vous mettre par 4 en essayant de vous mélanger, c'est-à-dire et en mélangeant donc, les générations. Donc là, ça ne marche pas du tout ce petit groupe-là. Et vous avez sur votre chaise des petites questions. Et donc, vous pouvez en choisir 1, 2 ou 3. Et puis l'idée c'est que vous discutiez entre vous à partir de ces thématiques-là. Et voilà. Et donc dans 10 minutes, je sonne le tocsin et après on reviendra sur la suite. C'est assez efficace.
Merci beaucoup, n'hésitez pas à poursuivre ensuite. On va juste aborder 2 petits points et après, ça peut être bien d'avoir vos questions aussi, vos témoignages, etc. On a évoqué quand même pas mal ces amitiés qui se disputent en amitié, sur quoi on n'est pas complètement armé. Et Johanna, comme c'est vraiment le sujet de ton podcast, c'est bien si on peut repartir avec une petite liste de courses de comment est-ce qu'on fait en fait pour bien s'engueuler et rester amis ou pas, ou d'ailleurs on peut s'engueuler et ne pas rester amis, il y a des amitiés qui peuvent être toxiques et du coup Marilyn tu pourras nous donner aussi ton témoignage d'une amitié qui s'est terminée et peut-être que c'est bien qu'elle se termine parfois. Ça vous va? Et puis après on passera aux questions. Ok? Oui, il y a quelque chose que tu as dit François qui était intéressant sur le fait que les amitiés peuvent se défaire assez vite. Et c'est vrai qu'en général, moi j'ai observé autour de moi qu'il y avait 2 tendances de fin des amitiés en fait. Il y avait soit le clash, soit la démission, le quiet quitting, quoi, la démission lente. En fait, ça s'étiole. Bon, parfois ça s'étiole avec le temps parce que voilà, on est plus sur les mêmes enjeux, on partage plus les mêmes choses, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, globalement, j'ai observé que les amitiés étaient très peu résistantes au conflit. Parce que l'amitié, ça tient vraiment à rien, si ce n'est que c'est un choix répété. C'est pas un endroit qu'on investit sur le plan économique, c'est pas un endroit, il n'y a aucun papier qui signe, qui dit qu'on est amis. Et du coup, et tu disais aussi que on est là où on n'est pas là et que c'est comme ça. Mais en fait, moi, j'aimerais qu'on s'accorde la même flexibilité en amitié que celle qu'on s'accorde en amour. Surtout les femmes, parce que les femmes, on tolère des trucs quand on est en couple hétérosexuel, naze, c'est-à-dire qu'on rabaisse des standards. Non mais je le dis sans animosité, c'est qu'en fait, et indépendamment aussi de l'orientation sexuelle, quand on est en couple, on sait que ça va être difficile parce que c'est une altérité qui est pas forcément naturelle, qui se construit, qui est cohabitée, où on est traversé par nos névroses, il y a nos histoires familiales qui se mêlent, enfin voilà. Et donc, on sait qu'on est équipé pour le conflit. Vous allez dans un rayon développement personnel ou couple d'une librairie, vous avez je ne sais pas combien de bouquins sur comment faire durer l'amour et le désir et pourquoi on s'engueule et nanana. L'amitié est totalement imperméable au conflit et je trouve qu'on gagnerait à s'équiper pour mieux s'engueuler, quoi. Parce que oui, on a besoin de rester en lien et en particulier par les temps qui courent sur le plan politique. Il faut qu'on sache rester en lien, même si on n'est pas toujours d'accord. Alors, dans la série, le 5e épisode, je l'ai consacré à développer une boîte à outils de ce que j'aurais pu mieux faire avec mon ami si c'était à refaire. La première chose à faire, c'est de prendre du recul et de faire la différence entre ce qui est de l'ordre de l'inconfort et de l'ordre de la violence ou de la virulence. Parce que souvent, nos petits égos, ils n'aiment pas être inconfortables. Et des choses qui ne sont pas bien graves le deviennent très vite. Donc, je dirais de laisser le temps faire un peu le taf. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de sortir du numérique. Pour ce qui est du conflit, moi, je suis 100% réseaux sociaux. Je sais qu'on dit beaucoup le numérique détruit les amitiés. Je ne pense pas. Je pense que le numérique n'a pas été conçu pour créer du lien social, mais juste de la marchandise, que nous sommes les marchandises, et qu'il existe encore de l'amitié et des relations en dehors du numérique. Mais quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, juste vraiment, surtout, ne faites pas ça par texto, ni par téléphone, ni par mail interposé. C'est vraiment une catastrophe. C'est la meilleure manière de tout foutre en l'air. La troisième chose à faire, qui est souvent tentante quand on se dispute avec quelqu'un, c'est d'aller chercher du réconfort auprès des proches et de mobiliser son entourage à charge de l'autre. En fait, ça n'a aucun sens. Parce que vos proches, ils vont probablement vous dire « T'as raison, c'est une énorme tocarde, que sais-je ». Alors qu'en fait, il faut demander à ses proches de faire l'inverse. C'est compliqué comme exercice, mais il faut leur demander de l'honnêteté et pas de la loyauté. Et si je devais donner encore un conseil sur les 10, mon préféré c'est rester en lien. Il y a des amis avec qui je suis plus en contact parce qu'en fait, nos langages de l'amitié ne fonctionnaient pas, ou on n'a pas réussi à s'entendre sur une blessure. Et bien en fait, on reste en lien parfois, ou quand on s'est disputé, on reste en lien, c'est-à-dire que j'envoie un message pour l'anniversaire. Ah, j'ai vu passer ce truc là dans la presse, j'ai pensé à toi.
Je sais qu'il y en a une qui a perdu son grand-père au moment où on s'était disputé, c'était 1 an, on ne se parlait pas, j'ai envoyé un texto pour la mort de son grand-père. Donc je pense qu'en fait, il faut réhumaniser l'autre, même quand on est en conflit, et ça peut passer par le lien. Voilà plus ou moins quelques outils. Oui, ce sont de bons conseils. Alors, ma situation est un peu différente, mais ce que je veux, le point sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est que ça dépend de la raison du conflit. Il y a des raisons tellement graves, tellement importantes, tellement bouleversantes, qui vous touchent au fond de votre être, que ce n'est pas possible de continuer l'amitié de la même façon. Alors, la personne avec qui c'était ma meilleure amie depuis l'âge de 5 ans, on avait une relation fusionnelle, mais véritablement fusionnelle, jusqu'à l'âge de 16 ans, où elle a quitté ma ville natale pour suivre sa famille à Chicago. Bon, bref. On a gardé des relations très proches, un peu moins intenses, et je suis arrivée à New York à l'âge de 23 ans, elle était déjà installée, et ça a repris au plus belle, au plus fort. Et donc, ça a continué. Mon arrivée en France, elle est venue me rendre visite, enfin, on s'est mariés, on a fait des offrandes, etc., etc. Et la relation est restée encore très fusionnelle, même si on était mariés, etc. Et alors, le conflit est venu il y a une dizaine d'années, 2015 exactement, pour une histoire concernant un de mes enfants. Je ne vous raconte pas les détails. Et là, c'était tellement gros, c'était tellement immense, son manque de compréhension de ce que ma fille vivait, c'était ma fille, vivait, et moi aussi, et mon mari. Et je l'ai vue comme un extraterrestre. Je l'ai vue, une partie d'elle que je n'ai jamais pu imaginer. Et ça m'a cassé. Et ça a cassé ma fille et toute ma famille. Et cette relation fusionnelle, forte, avec beaucoup d'amour, on se connaît, elle connaît ma famille, je connaissais ses parents, je suis allée aux enterrements de ses parents, etc., etc. On avait une relation, on était plus proches que des sœurs, parce que ma sœur a 9 ans plus que moi, donc cette femme était plus proche que ma propre sœur. On était, comme je vous dis, on était comme des jumelles. Et quand on était petites, on avait le même manteau, on avait les mêmes lunettes à 9 ans, on voyageait avec les mêmes petites valises en tissu écossais. C'était dingue. Et une dernière chose, quand on avait 27 ans, on a eu le même manteau en tant que grand. 2 fois le même manteau. Donc vous allez dire que c'est malsain, un psy dirait... Bon, bref, avec le même prénom que ta sœur et tout ça. Le même prénom que ma sœur, exactement. Et alors, la raison de notre conflit m'a ouvert les yeux sur la partie toxique de cette relation qui a existé certainement dès le début. Je pense que j'étais son faire valoir, mais je ne vais pas aller plus loin. Et aujourd'hui, nous avons un lien. Nous échangeons des textes, des mails de temps en temps, des photos sur les vacances. Mais je ne me confie plus à elle, elle se confie à moi continuellement. Je réponds gentiment, avec des généralités. Est-ce que je suis là pour elle? Je ne sais pas. Est-ce que je veux qu'elle soit là pour moi? Non. Je vous propose qu'on passe aux questions, témoignages. On a un quart d'heure devant nous. Donc je peux me promener dans les rangs avec le micro. Qui lèvera la main? Moi, c'est pas vraiment une question, mais c'est un sujet qui n'a pas été abordé, que je trouve intéressant. Moi, quand je pense à l'amitié, surtout dans les questions de féminisme et d'égalité homme-femme en général, je trouve que l'amitié, pas du tout. Enfin, on n'évoque pas assez, en tout cas, l'amitié entre les hommes et les femmes et les petites filles et les petits garçons, alors que je pense que c'est un outil assez essentiel et fondamental. Si, dès le plus jeune âge, on accepte, enfin, en tout cas, on valorise et on encourage les amitiés entre les filles et les garçons, je pense que ça amènerait, on va dire, surtout moins de misogynie de la part des hommes plus tard. Et ce que j'aime bien dire, c'est que moi, une grande question que je pose aux hommes que je rencontre, c'est toujours, est-ce qu'ils ont des amies femmes?
des vraies, pas juste une et pas juste une sœur un jour et une mère. Et je trouve que c'est un bon signe parce qu'en fait, quand on a un homme et qu'on n'a aucune relation avec des filles, je veux dire de manière choisie, et sans qu'il y ait un aspect sexuel, je trouve que c'est toujours un signe d'une misogynie assez profonde, et ça va questionner si c'est vraiment les femmes, s'ils n'aiment pas relationner avec elles sans aspect sexuel. Et voilà, je voulais avoir votre avis sur la question. Moi, je te propose de leur poser une question la prochaine fois, de leur demander est-ce que ce que leurs amies femmes leur apportent, ils leur apportent pareil. Parce que moi, depuis que j'aime aussi les femmes, j'aime beaucoup mieux les hommes. C'est-à-dire que je les aime malgré genre, nos langages différents, malgré nos socialisations différentes. Et ça m'a soulagée d'un point, mais immense. Parce qu'en fait, pas pour dire on est différent, donc c'est normal l'inégalité, mais on n'est pas fait du même bois au sens où on n'est pas élevé pareil. Notre rapport à l'amitié n'est pas le même. Il y a cette sociologue Isabelle Claire qui explique que pour les petits garçons, l'amitié entre garçons passe avant le couple, l'amour. Pour les petites filles au même âge, c'est l'inverse. Donc les petites filles, à 5 ans, elles ont déjà compris que c'est plus intéressant d'avoir un amoureux, pas amoureuse, amoureux, qu'une amie. Donc c'est ouf, vraiment, ce qui se construit en termes d'amitié et d'amour dans la tête des enfants. Vraiment, c'est un truc de dingue. Et par contre, du coup, là où je trouve que c'est quand même chaud, c'est que l'hétérosexualité, elle est tellement contrainte malgré nous, que ça m'est arrivé 1000 fois de me retrouver dans des relations avec des hommes où tout le monde avait décidé autour de nous qu'on allait être ensemble. Et en fait, il n'y avait rien. Enfin, moi, je suis allée jusqu'à me dire, mais fais un effort, il a quand même ça, c'est super. Mais non, en fait, zéro, quoi. Et je trouve que c'est hyper pauvre aussi pour les amitiés, parce que ça veut dire qu'elles sont très sexualisées, en fait, les amitiés entre hommes et femmes, et que du coup, on perd sûrement des trucs au passage, quoi. Merci. Quand j'étais beaucoup plus jeune, mon oncle disait cette phrase qui me choquait beaucoup: on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Et comme moi j'avais un très grand sens de la famille, ça me choquait beaucoup. Maintenant, avec j'ai plus 30 ans, et avec l'expérience et tout ce qui s'est passé dans ma vie, je trouve qu'il avait totalement raison. Bonsoir. Je trouvais que le terme de relation fusionnelle était beaucoup revenu. Moi, c'est un terme que j'ai jamais associé à quelque chose de très positif. Du coup, en quoi est-ce que une relation fusionnelle, elle peut être positive pour... positive, quoi, parce que j'ai pas l'impression que vous l'abordiez de manière plutôt positive. Donc voilà. Oui, merci beaucoup. Dans notre recherche Bloomtime, là, c'est beaucoup apparu. Et je pense que c'est, par la lecture de ce travail qu'on a pu faire, là, c'est l'un des points les plus sensibles, avec beaucoup de gens qui disent au fond souhaiter quelque chose qui ressemble à du fusionnel, parce que quand on dit j'ai besoin d'être compris, j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin que l'autre soit là, quand je l'appelle, etc., on n'est pas loin du fusionnel. Et en même temps, beaucoup de gens qui disent je veux être moi. Voilà. Et donc, respecte ma différence, respecte ma singularité, voire, on a une dame qui nous a dit dans ses récits de vie, là, les gens ne me comprennent pas parce que je suis unique d'une certaine manière, je suis singulière. Et donc on a toujours cette tension entre j'ai envie d'une relation forte, et qui n'est pas loin du fusionnel en effet, et en même temps, comme j'ai ma singularité, ma vie à moi, mon autonomie, etc., c'est compliqué. Voilà. Et donc je pense que cette histoire-là, fusion ou individualisation, elle est au cœur des difficultés ou des aspirations de l'amitié. Ouais. Après, il y a un autre sujet qui est un peu plus délicat, mais comme on est entre nous, on peut tout dire, j'imagine.
Je suis assez gêné sur le fond, et j'ai pas la réponse, hein, parce que je ne suis pas ni psychologue, ni psychiatre, etc. Mais je m'interroge beaucoup, plutôt que je suis gêné, je m'interroge sur tous ces gens qui disent « je veux être absolument moi », et ça peut se comprendre, hein, et qui en même temps sont dans une recherche d'articulation avec l'autre. Quand je dis « je suis moi » et je souhaite être entouré, j'attends un peu des autres qui viennent vers moi. Et donc il y a une tension là qui est extrêmement compliquée à résoudre, je crois. Voilà. Je ne sais pas comment il faut faire, parce qu'après ça touche à des compétences que je n'ai pas en psychologie, voilà. Mais c'est passionnant. Et plus le temps passe, plus on voit des gens qui disent « je veux être moi », c'est ma construction. D'ailleurs, tous les livres de développement personnel, la plupart disent « soyez vous-même ». Bon. Et en même temps, je veux être moi et j'ai besoin des autres. Et ce truc-là, enfin, on est au cœur du lien entre les gens. Voilà. Donc, je n'ai pas la réponse, mais ce que je sais, c'est que c'est hyper structurant. Et dans tous les témoignages qu'on a recueillis là, ça tourne autour de ça, au fond. À ce sujet, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé dans la série qui s'appelle Le choix amoureux, de Patrick Traub, qui est un livre complètement poussiéreux dans le sens où il serait pas écrit aujourd'hui pareil, mais il m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu comprendre qu'est-ce qui se jouait dans les mécanismes fusionnels. Je vois pas grand-chose, c'est bien toi qui as posé la question. Ah oui. Il m'a beaucoup aidé parce que il explique ce qui se joue dans la recherche de fusion et les risques que charrie cette forme de relation. Et moi, je sais que ce que j'ai fait avec Alex, je l'ai refait après encore, c'est des relations fusionnelles parce que c'est comme ça que j'ai été élevée. Et donc, je reproduis malgré moi ce schéma. Et je sais pour autant qu'il n'est pas ouf. Parce que ça donne exactement lieu à ça, c'est-à-dire que défusionner, ça se fait rarement dans la non-violence. Ça finit par un conflit, ça finit par... c'est ça, c'est qu'en fait, d'un seul coup, on voit tout en l'autre, on se voit en l'autre, on veut que l'autre se voit en nous. Sauf qu'en fait, dès qu'il y a individuation, ça crée un conflit et ça ne matche pas. Et néanmoins, je trouve que ça fait vraiment vibrer la fusion, y compris en amitié. Enfin, moi, j'adore en fait être... j'adore, enfin, je trouve que c'est génial comme truc entre humains d'être « Ah, toi aussi !» enfin, et pas qu'en amour, enfin, mais je suis pas pour qu'on reproduise tout de l'amour dans l'amitié. Il y a beaucoup de gens, mais ça je sais pas non plus ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui disent « il me manque ». Alors, il me manque, ça peut être « j'ai perdu des gens, des êtres chers, etc. » Et cette perte d'un parent, d'un ami, ça résonne à l'infini. Et on a peur de perdre les autres proches qui sont là aujourd'hui. C'est-à-dire, au fond, une peur de la fracture, de la rupture, voilà. De l'abandon, bien sûr, de l'abandon. Et donc on cherche, nous on l'a vu là dans ces récits de vie, des gens qui disent mais je veux quelqu'un avec qui je suis très lié par peur de l'abandon, voilà, parce qu'on a déjà connu des abandons et que ça fait mal et que c'est structurant, voilà. Et ça complique, je pense, terriblement la relation qu'on peut avoir avec d'autres personnes, parce qu'en effet, si on est tous les deux, mais j'ai peur que tu m'abandonnes tous les jours, ça crée précisément une ambition qui est quasiment inaccessible. Enfin, et dès lors que l'autre n'est pas là, ne répond pas. Enfin, on peut le dire autrement, les gens qui disent ben, j'attends que mon ami me réponde par SMS, il ne me répond pas. Et donc, il m'abandonne en sous-jacent. Mais l'autre a le droit de ne pas répondre aussi de manière immédiate, spontanée. C'est compréhensible. Et pourtant, en effet, cette peur de l'abandon fait que la relation devient très compliquée. Ouais, moi, j'avais une question qui est peut-être pas très claire, c'est en réflexion encore, mais est-ce qu'on apprécie aussi l'amitié parce que c'est un espace de liberté, peut-être à la différence d'une relation de couple ou familiale où il y a des conventions, des contrats conscients et inconscients. Est-ce que s'il y avait ces conventions-là dans l'amitié, peut-être qu'elles existent, je ne sais pas, est-ce que ça serait différent? Et ce qui peut, pour moi, aussi expliquer les ruptures amicales très douloureuses ou cette démission dont vous parliez tout à l'heure, qui parfois, je ne sais pas comment dire, parce qu'il n'y a pas d'engagement, finalement, il y a quelque chose qui n'est pas compris. Il y a Alice Rego qui a écrit un bouquin sur l'amitié qui s'appelle Nos amitiés puissantes, je crois, Nos puissantes amitiés, qui répond un petit peu à ta question. C'est-à-dire qu'en fait, elle a dit est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on encadre davantage l'amitié, qu'on permette des pax entre amis. Alors il y a aussi des gens qui font des enfants entre amis. Et elle dit en fait on ne protège pas ses amis. Donc voilà,
Tu peux retrouver aussi, tu peux lire le bouquin, sinon il y a aussi La Passée sur glace avec Salomé Saké, c'est assez intéressant ce qu'elle dit, et ça interroge. Effectivement, les réponses, et là je vais vous donner la parole, peuvent diverger. Moi, je me suis posé cette question à la fin du livre, parce que vu que je me demandais qu'est-ce qui coince et pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas l'amitié au cœur de nos vies, je me suis dit, mais en fait, si on met l'amitié au cœur de nos vies, ok, très bien, mais on l'expose au même risque que d'autres liens, c'est-à-dire qu'il faut la régulariser, la normer. Il y a des attentes en fait en amitié, même sans faire ça, même sans demain habiter en collectif avec nos amis et tout, il y a des attentes en amitié. Les gens, ils ont des attentes, ils n'ont pas les mêmes langages. Moi, j'ai des potes, et si elles ne me souhaitent pas mon anniversaire, j'avoue, ça me blesse. Elles en ont rien à foutre. Par contre, si j'arrive à l'heure, elles le prennent en retard, elles le prennent très très personnellement, et moi, ça dit rien. Je vous prends des exemples qui sont anecdotiques, mais en fait, ça peut aller très très loin. Enfin, un jour, j'ai une pote, elle est pas venue à l'enterrement de mon grand-père, et je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça. Et je sais qu'il y a des gens pour qui ça aurait été le coup près, quoi. Et je pense en fait que l'amitié, elle n'est pas si libre qu'on le pense. Il y a aussi des besoins profonds qui s'expriment et qui se jouent. Mais je ne suis pas sûre que ce soit forcément souhaitable de tout encadrer. Déjà, ça présumerait qu'on a prévu tous les cas de figure, alors que pas. Et aussi parce que peut-être qu'on va perdre un petit peu de l'insaisissable ou de la magie. De la diversité des uns et des autres, des besoins des uns et des autres, etc. Des désirs des uns et des autres. Je trouve que ça pose la question plus large qui est de l'indispensabilité de la personne dont on parle, à quel point en fait cette relation amicale est indispensable ou non. Et j'ai le sentiment en fait que si on doit réanimer quelque chose, une espèce de corps mort pour s'assurer de notre amitié, ou si on se pose la question, si on a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute en fait. S'il y a enfin, c'est ce que je me dis souvent, quoi. S'il y a un doute sur la capacité à être, à ce qu'elle soit ou à ce qu'il soit mon ami, c'est qu'il n'y a pas de doute. Alors, je voulais apporter un témoignage en fait sur la manière dont s'est créée une amitié de façon très improbable et qui m'a permis derrière de me dire mais finalement peut-être que toutes mes amitiés se sont créées comme ça. Je participais à une formation à l'intelligence collective et la formatrice nous dit alors maintenant vous allez créer des groupes et pour vous réunir, vous allez vous promener dans la salle et vous sentirez si vous êtes attiré par une personne. Et si vous n'êtes pas attiré, vous tracez votre chemin. Donc déjà, socialement, c'est le truc de dingue d'avoir le droit de partir en disant non pas toi, je vais à droite, je vais à gauche. Donc, les règles du jeu étaient claires, donc on les a appliquées. Et moi en fait dans cette formation, il y avait vraiment une personne, dès que je l'ai vue, ça m'arrive rarement, dès que je l'ai vue, je me suis dit alors toi, je serai jamais amie avec toi, quoi. Vraiment, t'as pas l'air drôle, t'es hyper sérieuse, il y a vachement de colère en toi, enfin vraiment ça me branche pas du tout, quoi. Et donc je fais l'exercice et je m'approche, et là je m'approche de cette femme, je dis comment ça je suis attirée par toi, c'est quoi ce truc? Donc je trace, j'y crois pas, je refais 3 tours et je vois que vraiment il y a quelque chose de très fort qui se passe. Et donc je joue les règles du jeu et je m'approche d'elle. Et en fait, on est devenus amis, et on est devenus amis très proches, avec toute la liberté de vivre cette amitié, voilà, comme on a envie de le vivre. Et en fait, quand j'ai repensé à ça, je me suis dit, mais je crois qu'en fait, toutes mes amitiés sont créées comme ça. C'est-à-dire que je me suis approchée peut-être d'une personne, et j'ai été attirée par elle sans m'en rendre compte, et depuis 20 ans, 30 ans, ça dure, et en fait, peut-être que l'amitié, c'est juste ça. Voilà, c'était l'éclairage que j'avais envie d'apporter. Alors, généralement, dans l'assemblée, je dis, bah, ça serait bien qu'on passe la parole à une femme. Mais là, il n'y a que des femmes qui vont parler. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont envie de témoigner ou de dire quelque chose? Allez. Merci. Je vais reprendre un peu le thème de la rupture amicale et de la douleur que ça peut représenter. Je vais juste partager une petite expérience personnelle. J'ai rencontré un garçon il y a 1 an et demi avec qui on a eu une amitié, parce qu'il était décrit un peu comme une amitié fusionnelle, on se voyait vraiment tout le temps, on passait tout notre temps ensemble, on faisait plein de choses. Alors j'ai surtout des amis femmes, extra, des amis garçons. Et donc on était devenus vraiment proches. Et à un moment, je suis tombé amoureux de quelqu'un. Et lui a tombé amoureux de quelqu'un aussi. Et on a arrêté de se voir, tout à peu.
Et doucement, j'envoyais des messages, je n'avais plus de réponse, et ça s'est fait vraiment tout en douceur et sans clarté, alors qu'on avait une communication qui était extrêmement précise, claire, on se disait vraiment tout, et d'un coup c'est parti en mode boudin, et ça m'a vraiment foutu en l'air. Et voilà, je trouve que c'est drôle comme parfois, même si je peux communiquer vraiment clairement et directement avec les gens, à un moment donné, quand il y a quelque chose comme ça qui se passe et que j'ai essayé de ramener la personne vers moi, enfin, il n'y a rien à faire. C'est juste... voilà. Je trouve que ça pose la question de l'amitié masculine. En fait, il y a un mot pour l'amitié féminine, sororité, et en fait, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait un mot qui... Ouais, mais vous avez bromance. Ouais, on a bromance. On n'a pas ça. Mais elle s'applique aussi, elle pourrait. Bon. En tout cas, moi je trouve que l'amitié masculine, elle est qualifiée, elle est identifiée de manière très lâche. En fait, moi je trouve que les hommes sont lâches, de manière générale. Non mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une lâcheté masculine propre aux hommes. Oh non, de manière très très large, et ça se cristallise souvent. Non mais c'est vrai, à l'endroit des femmes. Ouais. Donc, et je pense que cette lâcheté, en fait, elle s'incarne aussi dans l'amitié, dans les amitiés entre hommes. Il y a quelque chose, c'est tout le temps la même chose, une espèce d'autorisation. Enfin, en tout cas, encore une fois, moi je parle empiriquement, hein, donc on ne s'autorise pas tout le temps à dire à quel point on a besoin du corps de l'autre, parce que l'amitié, ça passe par enfin, on parle de l'amitié avec beaucoup de mots, mais moi je pense que ça passe aussi par beaucoup de creux, beaucoup de silence. L'amitié, une vraie amitié, moi je l'ai toujours constaté, ça se passe à des moments où le silence n'est pas un embarras. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, où il n'y a plus d'embarras autour du silence, autour des corps qui s'entrelacent. Et on parle d'amitié, hein. On ne parle pas d'autre chose. Et je pense que les hommes en tout cas je suis personne pour dire, j'ai constaté que les hommes avaient une problématique autour de comment pratiquer une amitié masculine. Je pense que les hommes de ma génération ont un problème non seulement de cette intimité corporelle sans sexualité, mais de la parole. Je vois les hommes de mon âge, mon mari, etc., ils ont des amitiés, mais ils parlent peu, ils se confient peu. Bon, c'est une généralité, mais je ne sais pas si la jeune génération souffre de ça. Je ne sais pas. Je vous pose la question. Enfin, je te pose la question, toi. J'ai plutôt les amis femmes. La question, elle se pose. Mais avec les amis hommes, je les ai sélectionnés, donc j'ai pas d'empêchement dans le dialogue. Oui, mais j'ai fait le tri aussi. Je voulais juste rebondir là-dessus 2 minutes, Hélène, mais bon, je défends pas toujours les hommes, mais quand même, faut dire que en fait, moi j'ai vu ma mère passer des dimanches entiers au téléphone avec ses potes. J'ai un papa qui est quand même vachement sensible, empathique, etc. Mais j'ai des amis qui me racontent que, en fait, elles n'ont jamais entendu leur père verbaliser la moindre émotion. Et la société, l'école, les représentations médiatiques, culturelles, le cinéma, ça se voit pas du tout dans ton film, parce que je trouve que l'amitié est immensément touchante entre Willy et Jojo. Mais en fait, on participe à créer souvent des récits qui ne valorisent pas du tout la sensibilité masculine. Et nous, femmes aussi, en couple hétéro, on ne veut pas de ces hommes sensibles. Faut pas, enfin, on les cherche, mais n'empêche, quand ils sont un peu vulnérables, c'est un peu moins désirable. On va pas se mentir, les meufs. On aime bien qu'ils soient un peu, qu'ils avancent, quoi. Sauf qu'en fait, ça crée un cercle vicieux dans lequel on fait tout le taf du care, le travail du care, donc tout est care, prendre soin, etc., qui ne leur incombe plus, et vu que nous on le fait, ils ne doivent pas le faire. Moi, je me suis retrouvée à une table à boire des coups avec les potes de mon ex. Il y en a un, il était au fond du seau, il était déprimé depuis 6 mois, il avait perdu 5 kilos, personne ne savait ce qu'il avait.
Vraiment. Et ça faisait 3 heures qu'ils étaient en train de faire des blagues. Et eux ne savaient pas non plus que mon ex, il avait commencé une thérapie. Et du coup, je me dis, mais en fait, vous avez parlé de quoi depuis 3 heures, là, en fait? Vous avez parlé de la guerre en Ukraine à l'époque, vous avez parlé du sport, enfin... En fait, il y a un moment où ça suffit. C'est pour ça que je parle des amitiés hommes-femmes qui sont beaucoup à la charge des femmes aussi. Et c'est que aussi, genre, ils ne font pas ce travail entre eux, quoi. Se regarder dans les yeux parce qu'ils n'ont pas eu de modèle, parce qu'ils n'ont pas eu de père pour le faire, parce qu'il y a un soupçon d'homophobie qui plane quand des hommes se font un câlin ou se disent « je tiens toi, je t'aime, je t'écoute, je suis là ». Mais du coup, on se retrouve dans quelque chose de très binaire où bah voilà, pas de modèle, rétention émotionnelle, c'est le truc qui est le plus encouragé. Et ils sont bien démunis au moment où ils doivent se dire je t'aime et je te soutiens, quoi. Et je trouve que là, c'est pas de bol pour eux. Mais dans le sens, enfin, ça me fait de la peine, en fait. Vraiment. Merci, on va prendre une dernière question d'homme. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant, moi j'en connais plein des hommes qui ne savent pas communiquer, mais avec des mots, il y en a plein qui communiquent avec des actes. Moi j'en connais en tout cas. Et j'ai dans mes amis des gens qui ont du mal par exemple à dire qu'ils aiment, ou qui ont du mal à être vulnérables, ou qui ont du mal à exprimer leurs sentiments. Et qui par leurs actes, des fois, les expriment de manière très belle. Qui vont être là, qui vont être présents, qui vont porter, qui vont soutenir, qui vont venir, des fois qui ne sauront pas quoi dire. Ils vont s'asseoir à côté de moi, par exemple. Alors moi, je trouve que c'est une démonstration d'amitié aussi, ça, les actes. Et pour moi, beaucoup plus que les mots, d'ailleurs. Merci pour ce témoignage. Est-ce que vous voulez rebondir avec des mots ou avec des actes? Je crois voir ce que vous voulez dire, mais j'ai tendance à croire qu'à un certain point, lorsque la peine est trop forte, lorsque le chagrin est trop présent, je pense que les mots sont nécessaires et qu'une main posée, effectivement, ou un regard peut apaiser. Mais je crois qu'on se doit, nous, les hommes, de faire en sorte de pouvoir arriver à dialoguer simplement, se dire, pouvoir pleurer très naturellement. Moi, j'ai plus ce problème-là, mais que on puisse naturellement s'émouvoir de choses face à nos hommes, à nos potes hommes, quoi, à nos amis hommes. C'est beau les amis hommes. Je fais une exception, c'est ma copine. Moi, je voulais juste dire quelque chose parce qu'il y a 3 ans, j'ai eu un moment très très difficile et j'ai des amis qui ont été là, qui ont dit les gestes, qui ont écouté mes émotions, qui ont dit des choses très chouettes. Et elles sont toutes les deux autour de moi aujourd'hui, donc j'aurais déjà dit merci. Merci David, merci Sophie, je vous aime. Et voilà, c'est une histoire de film et... Terminé par un gros câlin collectif, tout ça. En tout cas, ça va se terminer. C'est vrai que c'est un peu triste parce qu'on est bien là, mais après, il faut rendre la maison à la maison du zéro déchet. Je voulais vraiment vous remercier tous les 4 avec vos sensibilités, vos mots et vos histoires différentes. Peut-être que vous avez envie de dire un mot de la fin sur ce qui s'est passé là, ou je sais pas, ou sur... Alors, c'est gênant, c'est pas ça, on dit, ouais. Je cherche un appart. Marine cherche des amis de 20 ans. Ou 30, ok, pas... voilà. Et Antoine, tu cherches en particulier, c'est parfait. Donc, tu es bien, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Comment je pleure, mais là je me suis assez bien tenue, c'était un peu limite à des moments. En tout cas, nous, ces rencontres régionales, elles nous font chaud au cœur et on va en organiser plein d'autres. Et merci beaucoup à la CNAF de nous permettre justement de se mélanger, de se rencontrer. Et donc la prochaine est au mois de juin, sur le lien entre grands-parents et petits-enfants.
Et c'est vraiment pour sauter. Et ensuite, on en aura une en septembre sur être femme. Voilà. Très bonne soirée à toutes et à tous et merci. Merci à vous.